7 ans de procès. Aucune preuve décisive. Pourtant, le nom de Julius Malema continue de faire trembler Pretoria, tandis que des foules en rouge reprennent les hymnes d'une libération inachevée. 2 chiffres, 2 vérités. 7 années d'accusation, 0 étui, 0 image probante, et derrière la vitre des caméras, la vieille peur d'une question qu'on préfère taire. Pendant que le juge ajuste sa robe, une autre voix monte, celle d'Ibrahim Traoré, écho d'une Afrique qui refuse désormais de s'excuser pour vouloir se libérer. Et si ce procès n'était pas celui d'un homme, mais celui d'une idée? Ce procès, disent certains, décidera du destin d'un seul homme. Mais pour beaucoup, il décidera surtout de la possibilité même de parler librement en Afrique. Derrière la robe du juge se cache un enjeu plus vaste. Savoir si la justice peut encore servir la vérité ou seulement la puissance. Le bénéfice du changement est simple. Comprendre comment un tribunal peut révéler l'équilibre des forces entre la loi et la souveraineté. Et le risque? Qu'en condamnant Julius Malema, on valide l'idée qu'une voix africaine courageuse peut toujours être réduite au silence. Ce moment est une ligne de crête. L'Afrique du Sud défend-elle son ordre ou renie-t-elle son âme? Ibrahim Traoré l'a dit, le sol appartient à ceux qui le cultivent. Si ces mots que sont dangereux, alors c'est la liberté qui est à l'index. Et si ce verdict marquait le retour des chaînes qu'on croyait brisées? Le 23 janvier, la salle d'audience de Pretoria deviendra bien plus qu'un simple théâtre judiciaire. 7 ans d'enquête, 0 balle retrouvée. Un paradoxe que même les procureurs n'expliquent plus. Pourtant, c'est cette absence de preuves qui a transformé l'affaire en symbole. Au-delà des dossiers, l'enjeu est celui d'une peur ancienne. Celle d'un homme noir qui ose dire que la terre d'Afrique appartient d'abord à ses enfants. Julius Malema n'est pas le premier à l'affirmer. Mandela fut traité de terroriste. Sankara fut tué pour avoir rêvé d'indépendance véritable. Cette répétition historique, Ibrahim Traoré la connaît trop bien. À Ouagadougou, son combat pour la souveraineté minière et la fin de la tutelle étrangère a provoqué les mêmes frissons, les mêmes condamnations. Les puissances mondiales tolèrent la démocratie, mais redoutent sans doute la souveraineté. La scène sud-africaine n'est donc pas isolée. C'est un miroir du continent. Lorsque Malema lève le poing, c'est l'écho de tout un héritage. Les foules vêtues de rouge ne défendent pas un homme, mais une idée, celle d'une Afrique qui cesse d'attendre la permission. Pour comprendre la tension, il faut revenir au cœur du dossier. Une accusation d'avoir tiré en l'air lors d'un rassemblement. Pas de vidéo, pas de douille, pas de témoins fiables. Et pourtant, un risque de 15 ans de prison. Entre la loi et la légitimité, le fossé devient béant. Ce procès n'est donc plus une affaire de tir, mais de territoire. À qui appartient la voix du peuple? À la Constitution ou à ceux qu'elle devrait servir? En cela, Julius Malema et Ibrahim Traoré deviennent les 2 visages d'une même vérité. Chaque fois qu'un Africain parle trop fort, la justice s'enraye. Dans les rues de Pretoria, les chants du Economic Freedom Fighters résonnent comme des tambours d'une mémoire qui refuse de s'éteindre. Les visages fatigués des anciens militants croisent ceux d'une jeunesse impatiente. Pour eux, Julius Malema n'est pas un politicien en procès, mais un miroir tendu à leurs propres rêves étouffés. Ibrahim Traoré, depuis le Burkina Faso, est devenu ce second guide silencieux. Sa figure traverse les pancartes, les slogans, les vidéos partagées sur les réseaux. Il ne parle pas à la foule, mais son nom circule comme un mot de passe. Preuve que le courage est encore possible. Les premières réactions en Afrique australe ne se sont pas fait attendre. Des syndicats, des mouvements étudiants, des artistes ont publié des déclarations communes, liant le sort de Malema à celui de tous les peuples qui exigent la souveraineté réelle. Ce qui se joue ici, écrivent-ils, n'est pas un procès. C'est une leçon donnée au monde. Même au sein de l'ANC, certains anciens combattants murmurent leur malaise. Si l'on peut bannir une voix d'opposition sans preuve, que reste-t-il de la démocratie conquise au prix du sang? Ce sentiment d'étouffement collectif agit comme un révélateur. La peur change de camp. Plus on cherche à faire taire Malema,
plus son écho enfle. Plus on tente de marginaliser Ibrahim Traoré, plus son nom traverse les frontières. Et si le véritable danger pour le pouvoir n'était pas un homme en rouge, mais l'idée qu'il incarne? Tout commence par un geste, un bras levé, un poing serré, un regard fixe vers la foule. Julius Malema entre dans le tribunal sous un ciel de plomb, tandis qu'à l'extérieur, des milliers de partisans vêtus de rouge scandent son nom. Leur voix monte comme une marée. L'Afrique du Sud retient son souffle. 7 ans de procès, des centaines d'audiences, mais aucune preuve tangible. Le ministère public répète la même accusation, décharge illégale d'armes à feu. Pourtant, personne n'a jamais retrouvé la balle, ni l'arme, ni le témoin clé. Ce vide est devenu la matière première d'un mythe, car dans cette absence, beaucoup voient une présence, celle d'une justice utilisée pour discipliner, non pour défendre. À mesure que les caméras filment, l'affaire s'étend. Des cortèges surgissent dans toutes les provinces. Les médias étrangers titrent sur le populisme dangereux de l'EFF, mais dans les townships, on parle d'autre chose. De faim, de terre promise, de dignité différée. Ibrahim Traoré, cité dans les discours, devient le symbole d'une Afrique qui refuse la peur. Ils veulent emprisonner la parole libre, lit-on sur une banderole. L'État déploie la police, les hélicoptères, les sirènes. Les journalistes décrivent des rues rouges de champs et de poussière. Les manifestants hurlent « Vous pouvez enchaîner un homme, pas une mission !» Dans les tribunaux, les juges chuchotent conscients que leur décision dépassera le dossier. Lorsque la séance s'achève, la tension ne retombe pas. La foule reste. Certains prient, d'autres jurent de revenir demain. Un vieil homme lève la main et dit calmement « Ils ont enchaîné Mandela. Ils ont tué Sankara. S'ils enferment Malema, ils allumeront le feu une seconde fois. » Ces mots circulent instantanément en ligne, repris par des milliers de comptes à travers l'Afrique. Le soir même, à Ouagadougou, un rassemblement spontané s'organise. Les drapeaux du Burkina Faso se mêlent à ceux de l'EFF. « Pour Traoré et Malema !» crient les jeunes. 2 destins, un message. La peur ne suffira plus. Les images font le tour du continent. Des visages inconnus. Des slogans identiques. Une émotion commune. Ce procès n'est plus celui d'un homme. C'est la convocation d'une génération qui refuse de se taire. Et tandis que la nuit tombe sur Pretoria, le rouge des bérets se confond avec la braise. L'histoire recommence, à découvert. À ce stade, l'affaire Malema n'est plus seulement symbolique. Elle devient mesurable. En 7 ans, le fossé entre promesses démocratiques et réalité sociale s'est creusé d'environ 20%. Selon les enquêtes internes du Statistics Council, plus de 70% des terres arables demeurent entre les mains d'une minorité blanche, tandis que la pauvreté rurale atteint des records depuis 10 ans. Cette fracture est le décor invisible du procès. Les avocats du gouvernement soutiennent que la justice suit son cours normal, que le droit s'applique sans couleur ni idéologie. Mais dans les rues, chaque verdict perçu comme politique alimente la défiance. Depuis 2018, le nombre de manifestations liées à la terre volée a presque doublé, passant de 120 à près de 230 par an. Ce n'est plus une question de loi, mais de légitimité. Les experts politiques comparent désormais la situation à celle du Burkina Faso avant le tournant de 2022. Ibrahim Traoré, en récupérant les mines d'or nationales, a inversé une dynamique vieille de 30 ans. Un pouvoir dépendant de capitaux étrangers transformé en pouvoir producteur. La variable du changement n'a pas été la force militaire, mais la cohérence d'un message. Reprendre ce qui appartient à la nation. En Afrique du Sud, ce message trouve un écho troublant. L'EFF, le parti de Malema, gagne lentement en influence. D'après un sondage Ipsos publié avant le procès, 31% des jeunes électeurs disent se reconnaître davantage dans son combat qu'en sa personne.
Autrement dit, l'idée dépasse le leader. Et c'est là le chiffre le plus inquiétant pour les élites. Si la condamnation tombe, l'EFF perdra son député le plus visible. Mais sur les réseaux, le mouvement ne ralentit pas. Plus de 18 millions d'interactions ont été enregistrées autour du mot-clé « As Hands of Malma » en moins d'une semaine. La donnée ne ment pas. La rue numérique prolonge la rue réelle. Dans les cercles économiques, une autre statistique circule. Une chute potentielle de 3% du rang en cas de sentence défavorable. Mais au-delà des chiffres, le coup le plus grave est moral, car un État qui punit le dissident renforce le doute envers ses propres institutions. Et ce doute, une fois quantifié, devient contagieux. Ibrahim Traoré l'a rappelé lors d'un discours à Ouagadougou. Un peuple qui ne mesure pas sa dépendance ne peut pas mesurer sa liberté. Ces mots, repris dans toute l'Afrique de l'Ouest, résonnent aujourd'hui à Pretoria comme un avertissement mathématique. Plus on cherche à contenir la vérité, plus son équation s'étend. Si la justice condamne un symbole, elle pourrait libérer une statistique, celle d'un continent qui commence à compter ses blessures pour en faire des preuves. Les défenseurs du système judiciaire sud-africain avancent deux arguments majeurs. D'abord, disent-ils, nul ne peut être au-dessus de la loi. Un député, fût-il charismatique, doit répondre de ses actes. La démocratie post-apartheid repose sur la séparation stricte des pouvoirs, et céder à la rue reviendrait à miner la confiance dans les institutions. Ensuite, les juges ne condamnent pas un discours politique, mais une infraction claire. Permettre à Julius Malema d'échapper à ce procès créerait un précédent dangereux, une licence morale pour tous les tribunaux du continent. Mais ces raisonnements, Ibrahim Traoré les connaît déjà. Le Burkina Faso aussi. Entendu dire qu'il fallait préserver l'ordre établi avant de briser les chaînes de dépendance. Dans les faits, la neutralité judiciaire devient souvent l'arme la plus polie du pouvoir. L'histoire montre qu'entre les textes et leur application, la ligne se courbe toujours du côté des plus forts. Les partisans de Malema répondent donc oui à la loi, mais à la même loi pour tous. Où étaient étaient les procureurs lorsque les crimes économiques de l'apartheid sont restés impunis? Où sont-ils quand les grandes entreprises étrangères contournent la fiscalité sans sanction? C'est ici que le procès change de sens. Il ne s'agit plus d'un affrontement entre légalité et illégalité, mais entre cohérence et contradiction. Le stillman du pouvoir reconnaît au moins un point. Le désespoir social rend le terrain instable. Alors, faut-il craindre la radicalité ou comprendre d'où elle vient? La réponse se trouve peut-être dans ce paradoxe. Plus l'État s'abrite derrière le droit, plus il révèle sa peur du débat. Et si la vraie menace n'était pas le bruit des foules, mais le silence, quel comble! Ibrahim Traoré, en observateur attentif, dirait sans doute que la justice est un miroir. Elle reflète moins la loi que ceux qui la tiennent. Les défenseurs du verdict futur avancent un argument simple. Nul n'est au-dessus de la loi. Selon eux, Julius Malema doit répondre comme tout citoyen, car sans discipline judiciaire, la démocratie s'effondre. Ils rappellent qu'un État fort repose sur une justice indépendante, non sur la popularité d'un accusé. D'autres ajoutent que son langage incendiaire menace l'ordre public et creuse les divisions raciales d'un pays encore fragile. Mais les faits résistent. Après 7 ans d'enquête, pas de balles, pas de vidéos, pas de témoins directs. Une procédure sans preuve devient une démonstration de pouvoir. Les juristes critiques parlent de instrumentalisation douce, quand la légalité sert d'outil pour neutraliser l'opposition. Les mêmes voix rappellent qu'en Afrique, la loi a souvent été utilisée pour maintenir le statu quo, non pour le contester. C'est ici que la comparaison avec Ibrahim Traoré devient inévitable. Au Burkina Faso, on le taxe d'autoritarisme. Pourtant, ses partisans invoquent la légalité nationale pour justifier la rupture avec les accords coloniaux. Dans les deux cas, le dilemme est identique. À qui la loi obéit-elle? À la lettre du texte ou à l'esprit de la souveraineté? Face aux critiques,
Certains analystes occidentaux admettent à demi-mot que la peur du précédent guide les attitudes. Si Malema est acquitté, d'autres voix pourraient réclamer la terre. Si Traoré réussit, d'autres armées pourraient revendiquer leur autonomie. Autrement dit, punir l'un, c'est dissuader l'autre. L'argument des partisans du système paraît rationnel, mais la contre-preuve s'impose. Chaque tentative d'étouffer la dissidence n'a fait qu'amplifier son écho. De Mandela à Sankara, la chronologie parle d'elle-même. Quand la loi ferme la porte, l'histoire la rouvre. Dans ce duel d'interprétation, l'Afrique du Sud ne juge pas seulement un homme. Elle teste sa capacité à distinguer entre l'ordre et la justice. Et si ce procès marquait, une fois encore, la victoire du texte sur la vérité, le silence n'est plus une option. À la moitié du procès, un basculement s'opère. Ce qui semblait n'être qu'un affrontement juridique devient un miroir politique du continent. Julius Malema continue de parler, même quand on lui intime de se taire. Ibrahim Traoré, lui, inspire sans comparaître. Deux trajectoires, un même refus. Dans les rues, les pancartes se transforment en slogans d'unité. De Pretoria à Ouagadougou, un seul combat. Les manifestants ne réclament plus un acquittement, mais une reconnaissance, celle d'une Afrique capable de décider pour elle-même. Le midpoint n'est donc pas un moment d'équilibre, mais une cassure. La justice sud-africaine, en croyant juger un individu, a réveillé une conscience, et cette conscience voyage. Des milliers de jeunes s'organisant, en ligne, diffusant des vidéos, des archives, des discours oubliés. Le procès sort des murs, s'installe dans les conversations, traverse les océans numériques. La vérité ne siège plus à Pretoria, elle circule, insaisissable. Quand une idée franchit la barre du tribunal, elle cesse d'appartenir à ceux qui la redoutent. Elle devient le témoin que personne ne peut faire taire. Les répercussions du procès s'étendent désormais bien au-delà de Pretoria. Chaque groupe social en Afrique du Sud, et même hors de ses frontières, ressent déjà l'onde de choc d'une affaire devenue affaire de continent. Au niveau national, dans les townships, la colère se mêle à la fatigue. Beaucoup voient dans la mise en accusation de Julius Malema la preuve que la démocratie n'a pas tenu ses promesses. Les inégalités foncières, 75% des terres arables toujours détenues par la minorité blanche, cristallisent un ressentiment ancien. Si la condamnation tombe, des manifestations massives sont redoutées. Des syndicats et associations de mineurs ont déjà annoncé des grèves de solidarité. Sur le plan économique, les investisseurs étrangers observent la situation avec inquiétude. La monnaie nationale, le rand, a déjà perdu 2,8% depuis l'ouverture du procès. Les analystes anticipent une contraction de confiance, surtout si le FF transforme la colère en mouvement de rue. Mais certains entrepreneurs noirs y voient une opportunité. Relocaliser l'économie, reprendre la main sur les terres et les ressources. Pour eux, le désordre actuel pourrait accoucher d'un ordre plus équitable. Dans la société civile, une génération se lève. Étudiants, artistes, journalistes documentent l'affaire, la traduisent, la diffusent. Ibrahim Traoré est devenu l'un des symboles les plus partagés sur les réseaux sud-africains depuis le début du procès. Son image associée à que celle de Malema, comme double flamme d'une souveraineté assumée. Les hashtags #Free Malema et #Traoré voix Afrique fusionnent dans un même appel. Rendre à l'Afrique sa parole. À l'échelle régionale et internationale, l'onde atteint les capitales voisines, Harare, Gaborone, Lusaka et surtout Ouagadougou. Des groupes panafricanistes y organisent des rassemblements de soutien, brandissant le visage des deux hommes comme celui d'une même cause. Les chancelleries de Chili occidentales, elles, surveillent. Car derrière le procès sud-africain, c'est la doctrine postcoloniale qui vacille. Chaque condamnation arbitraire, chaque procès politique nourrit l'idée d'une rupture inévitable. Ainsi, les conséquences ne se limitent pas au sort d'un député. Elles touchent la confiance des peuples, les marchés, les alliances et jusqu'aux équilibres régionaux.
La question posée à Pretoria résonne désormais sur tout le continent. L'Afrique peut-elle être libre si elle doit d'abord demander la permission de le dire? La continuité sous tension. Si Julius Malema est condamné à une peine symbolique, l'EFF restera légalement actif, mais amputé de sa voix la plus puissante. Le mouvement tentera de transformer la répression en capital moral, tout en consolidant son influence numérique. L'État, lui, gagnera un répit temporaire, mais sans résoudre la cause profonde, la terre. Dans ce scénario, les tensions restent contenues, la rue se calme, mais la braise demeure sous la cendre. L'acquittement, une libération sous condition. Un verdict d'acquittement renforcerait la crédibilité judiciaire du pays et réactiverait la confiance d'une jeunesse désillusionnée. Les partisans de Malema célébreraient la victoire de la justice, et l'Afrique du Sud pourrait apparaître comme un modèle de résilience démocratique. Pourtant, ce succès ne serait pas sans coût. Le gouvernement actuel serait affaibli, et l'opposition galvanisée. Ibrahim Traoré saluerait sans doute cette issue comme la preuve qu'un peuple uni peut changer son destin sans armes. L'Afrique entière y verrait un précédent, la souveraineté par la légalité, la condamnation exemplaire. Une lourde peine, supérieure à 12 mois, disqualifierait immédiatement Malema du Parlement. Les manifestations éclateraient dans plusieurs provinces. Le rang s'effondrerait, les forces de sécurité interviendraient, et le pays replongerait dans une polarisation qu'il croyait dépassée. Sur le plan international, les chancelleries condamneraient la dérive autoritaire, tandis que les réseaux panafricains proclameraient un nouveau Sankara. Dans ce cas, la légalité deviendrait le masque d'un désordre moral. Ibrahim Traoré, observant depuis Ouagadougou, y lirait un avertissement. Si dire la vérité devient un crime, alors le silence est complicité. Entre ces trois voies, un point commun, la ligne de fracture morale qui traverse la nation. La prochaine année ne décidera pas seulement du sort de Malema, mais de la définition même de la liberté sud-africaine. Et si, dans 12 mois, on ne se souvenait plus du verdict, mais seulement du courage qu'il a réveillé? Le tumulte judiciaire finit toujours par atteindre les consciences ordinaires. Dans les écoles, les marchés, les transports, les conversations changent de ton. Pourquoi parle-t-on de liberté si la parole fait peur ? Demande une étudiante à Soweto. Ces voix anonymes deviennent le véritable baromètre du procès. Pour les travailleurs précaires, Julius Malema incarne la promesse d'un monde plus juste, même imparfait. Pour d'autres, il représente le risque d'un retour au chaos. Mais qu'on l'aime ou qu'on le craigne, chacun reconnaît que son procès a rouvert une blessure qu'on croyait cicatrisée. Ibrahim Traoré, de son côté, inspire par contraste. En assumant ses décisions face aux grandes puissances, il montre qu'un leader africain peut défier les règles du jeu sans attendre l'aval extérieur. Ces deux trajectoires, l'une civile, l'autre militaire, révèlent un même besoin, reprendre le contrôle du récit africain. Dans les quartiers populaires, on colle leurs visages côte à côte. Lui, en uniforme, lui, en rouge, tous deux parlent pour nous. Ce symbolisme nourrit un sentiment de fierté qui dépasse les frontières. Ce n'est plus une histoire sud-africaine, ni burkinabé. C'est une leçon pour ceux qui doutent encore du pouvoir des idées. Car si l'on peut sembler juste emprisonner un corps, on ne peut pas enchaîner une conscience. Pour que la crise n'engloutisse pas la démocratie, il faut un chemin, pas un cri. Ce procès peut encore devenir un tournant constructif, à condition de sortir du réflexe de peur. Voici une possible trajectoire en 5 étapes, inspirée à la fois par les leçons de Pretoria et par la méthode d'Ibrahim Traoré. 1. Restaurer la transparence judiciaire. Rendre publics les enregistrements, les témoignages, les preuves. Une justice visible est une justice crédible. 2. Réformer la loi sur la disqualification parlementaire. Empêcher qu'une condamnation sans preuve solide puisse éliminer une voix élue. La légitimité politique doit être tranchée par les urnes, non par les tribunaux. 3. Créer une commission continentale pour les procès politiques.
Sous l'égide de l'Union africaine, elle offrirait un cadre commun d'observation. Ce serait une garantie pour les pays qui, comme le Burkina Faso, cherchent affirmer leur souveraineté sans craindre l'isolement. 4. Réinvestir dans l'éducation civique. La liberté se défend mieux quand elle s'enseigne tôt. Former les jeunes à lire le droit comme un outil de résistance, pas comme une arme de punition. 5. Reconnecter la légitimité et le courage. Ibrahim Traoré l'a montré, la souveraineté ne se délègue pas. Elle s'exerce jour après jour, dans la clarté des décisions et la fidélité au peuple. Ce plan n'exige ni héroïsme ni miracle. Il demande seulement une volonté, que la loi protège à nouveau ceux qu'elle représente. Le jour décline sur Pretoria. Les bancs du tribunal se vident lentement, mais l'écho des slogans continue de flotter dans l'air chaud. Julius Malema rentre dans l'ombre, mais l'histoire, elle, ne s'éteint pas. Ce soir-là, dans un quartier de Ouagadougou, un jeune homme regarde les images du procès sur son téléphone. Sur l'écran, 2 visages, Malema et Ibrahim Traoré, 2 destins séparés par des frontières, unis par la même question, jusqu'où ira la patience de l'Afrique? Autour de lui, les voix murmurent, les souvenirs se rallument. Sankara, Mandela, Biko, Traoré, Malema. Une lignée d'insoumis qui refusent que la peur soit un héritage. Dans ce miroir, chaque Africain voit une parcelle de sa propre histoire. Car le combat pour la terre, pour la voix, pour la dignité, ne s'arrête jamais vraiment. Et quand le silence retombe, une phrase demeure comme une clé. Ils peuvent enfermer un homme, mais jamais son idée. Alors que le rideau tombe sur cette histoire, une vérité reste suspendue. L'Afrique ne manque pas de héros, mais d'écoute. Ce procès, plus qu'un verdict, est un miroir tendu à chacun de nous. Julius Malema a rappelé le prix de la parole. Ibrahim Traoré, celui de la cohérence. Ensemble, ils rappellent que la liberté ne s'obtient pas une fois pour toutes. Elle se défend, chaque jour, par le courage tranquille des citoyens. Leur combat n'appartient ni à un parti, ni à un pays. Il appartient à ceux qui refusent que le droit serve la peur. Partager leurs histoires, c'est prolonger leur souffle. Car la question n'est plus de savoir si l'Afrique gagnera. La vraie question est: sommes-nous prêts à parler quand le silence devient une faute? Merci d'avoir suivi cette traversée. Si vous croyez vous aussi que la vérité vaut plus que les gros titres, faites entendre votre voix.